Avec nous aujourd'hui pour cette petite heure qui va commencer. On va parler de neutralité carbone et de comment décarboner le futur, a fortiori comment décarboner le secteur de l'immobilier, ou du moins faire en sorte qu'il contribue à la neutralité carbone. On verra que c'est une petite nuance qui est assez importante. Donc, à côté de moi pour parler de ces enjeux-là, donc il y a Guillaume Carlier. Guillaume Carlier, vous êtes directeur de la stratégie climat de Bouygues Immobilier. Raphaël Thévenin, bonjour. Vous êtes senior manager, spécialiste bâtiments et travaux publics au sein du cabinet Carbone 4. Et François Gémen, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur, vous êtes chercheur, auteur principal du GIEC, donc, et spécialiste des enjeux géopolitiques de l'environnement. Et donc moi-même, je suis Lorraine Boudard, je suis fondatrice d'un média qui s'appelle Climax, qui est à la fois en papier et en ligne, et qui traite de la crise climatique avec un ton engagé, mais aussi qui essaye de tracer un horizon climatique qui donne envie, et donc un peu pour contrer la rhétorique du foutu pour foutu, quoi. Donc on va parler de neutralité carbone aujourd'hui. C'est rhétorique du foutu pour foutu, si je me permets, qui Ouais. est partagée aujourd'hui par un Français sur 6. Donc c'est quand même assez énorme. De tous les pays industrialisés, c'est en France que les gens sont les plus pessimistes et les plus négatifs sur la transition. Ben, on va essayer de faire en sorte que ce soit plus le cas à la sortie de cette conférence. Et on va parler donc de neutralité carbone. C'est pas un sujet toujours facile à aborder parce on tombe vite dans des considérations assez techniques. Donc moi, pour en parler, j'aime bien reprendre une métaphore qui est utilisée par Carbone 4, justement, qui est celle de la baignoire. Et qui consiste à dire, aujourd'hui, finalement, on est tous dans une baignoire qui est remplie d'eau. On a d'un côté le robinet qui coule, ce sont les émissions de gaz à effet de serre, et de l'autre, le siphon qui évacue l'eau, ce sont les puits de carbone, donc les forêts, les sols, et aussi les technologies d'émissions négatives. Donc, pour le dire de manière hyper imagée, tout l'enjeu aujourd'hui de la neutralité carbone, c'est d'arriver à un équilibre entre le robinet et le siphon, donc entre les émissions anthropiques d'une part et les puits de carbone d'autre part. Donc on le sait aujourd'hui, de toute façon, la neutralité carbone, elle est inscrite dans la loi à l'objectif 2050. On doit donc atteindre cet équilibre entre siphon et robinet. La question est, comment faire en sorte que la baignoire ne déborde pas ? François, pour commencer à répondre à cette vaste question. Évidemment, pour reprendre la métaphore de la baignoire, comment est-ce qu'on va faire en sorte que la baignoire ne déborde pas, et surtout comment est-ce qu'on va faire en sorte que la baignoire se vide peu à peu. Et pour ça, évidemment, il faut que la quantité d'eau qui est injectée dans la baignoire soit inférieure à la quantité d'eau qui repart dans le siphon. Le problème, c'est que pour le moment, nous avons encore une telle quantité d'eau qui arrive dans la baignoire qu'évidemment, le niveau monte de plus en plus. Et donc, le niveau des concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère monte de plus en plus. Et le niveau des températures aussi. Mais la grande difficulté, et je pense la difficulté qu'on n'a pas vu venir d'un point de vue pédagogique, c'est que nous allons baisser nos émissions. Et donc, nous allons, quelque part, ralentir l'arrivée d'eau dans la baignoire. Mais, en tout cas, jusqu'à ce que nous ayons atteint le point de neutralité carbone, le niveau de concentration des gaz à effet de serre va continuer à augmenter et donc les températures vont continuer à augmenter. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que nous allons baisser nos émissions, mais que dans le même temps, les températures vont continuer à augmenter et que nous allons les stabiliser autour du moment où on va atteindre la neutralité carbone, ce qui est prévu dans l'accord de la COP28 autour de 2050. Or, nous allons bientôt atteindre le pic mondial des émissions de gaz à effet de serre, ce qui est évidemment une excellente chose. Mais le problème, c'est que ça va être très compliqué d'expliquer aux gens que même si nos émissions diminuent, les températures continuent à augmenter. Pour la bonne et simple raison que généralement, pour agir, nous avons besoin de pouvoir voir directement les conséquences de nos actions. Là, c'est un peu comme si j'essayais de perdre du poids, comme si j'arrêtais de consommer de l'alcool, comme si je courais 5 km tous les matins, mais que tous les soirs, en montant sur la balance, je vois que j'ai encore pris du poids. Et donc, si on présente aux gens la question de la transition comme du sang et des larmes, eh bien, ça va être très décourageant au bout d'un moment, parce que vous aurez beau présenter tous les tableaux Excel, toutes les graphes et toutes les courbes aux gens que vous voulez, si les gens ne voient pas les températures baisser, ils vont se dire « Attendez, à quoi ça sert ? Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça, a priori, si on a le sentiment que ce sont des efforts, des coûts supplémentaires, des sacrifices, des renoncements, etc. » Et c'est là où il va absolument falloir, à mon avis, si on veut engager davantage la transition, précisément à cause de ce phénomène de baignoire,
montrer aux gens pourquoi ils ont intérêt à la transition, pourquoi ils ont intérêt à la décarbonation de l'économie, parce qu'ils ne vont pas voir les températures baisser tout de suite. Et cet intérêt, il va se trouver largement dans l'habitat. C'est-à-dire que c'est largement, à mon avis, pas que, mais largement dans l'habitat, dans les logements que les gens habitent, qui vont se dire on a intérêt en fait à avoir des logements plus économes en carbone parce que ça va nous coûter moins cher à chauffer ou à refroidir et que ça va être des logements plus agréables, plus confortables. Et c'est là qu'on va vraiment trouver un des intérêts essentiels, matériels, directs pour les gens à la décarbonation. Et donc, il y a évidemment les leviers qu'on va actionner dans le bâtiment, et on va en parler de tout ce qu'on peut faire pour décarboner le secteur du bâtiment, mais également le symbole du bâtiment, de se dire finalement la question du changement climatique, la question qu'elle nous pose, c'est comment on va habiter la Terre. Et une façon durable d'habiter la Terre, c'est d'habiter directement, au-delà de la métaphore, d'habiter dans des logements plus confortables, plus efficaces. Oui, c'est marrant parce que c'est exactement ce que l'un de vos élèves, je crois, Alexandre Florentin, nous disait à une conférence il y a peu, qui a écrit un superbe rapport. Ça fait très longtemps que j'ai lu comme élève, hein, maintenant il est élu. Oui, il a écrit un formidable rapport que je vous invite à lire qui s'appelle Paris 2050 et où il nous disait exactement la même chose. Si c'était un jeune de 20-22 ans. Bah, il n'est pas si vieux que ça, Alexandre. Non, mais il y a quand même 30 ans, non? Je pense un petit peu plus quand même. Vous, Raphaël, vous accompagnez justement les entreprises à faire ce régime dont François parle. Vous les accompagnez avec Carbone 4 vers le chemin de la décarbonation. En fait, c'est intéressant parce qu'on a tous cet horizon 2050 neutralité carbone. Le problème, c'est qu'on ne sait pas trop quel chemin emprunter. Vous avez élaboré une définition, une méthodologie précise. En quoi elle consiste? Comment vous faites? Alors, la méthodologie de contribution à la neutralité carbone pour une entreprise, alors déjà, le terme contribution est super important. Une entreprise, et je vais tordre le cou tout de suite à une idée reçue et malheureusement qu'on lit encore, une entreprise ne peut pas être neutre en carbone à son échelle. C'est à l'échelle d'un territoire, à l'échelle d'un pays, à l'échelle de la planète qu'on peut être neutre en carbone. Pour une simple et bonne raison, je vais vous expliquer ensuite justement cette méthodologie, et d'ailleurs on y reviendra sur ce sujet de neutre en carbone. La méthodologie de contribution à la neutralité, elle relève de 3 grands axes. Le premier pilier, c'est déjà réduire les émissions qui sont générées par l'activité de l'entreprise. C'est la décarbonation de l'entreprise. Le deuxième pilier, c'est aider les autres de sa chaîne de valeur ou par exemple les usagers finaux des bâtiments à réduire leurs propres émissions. C'est ce qu'on appelle les émissions évitées, qu'on ne peut pas soustraire aux émissions induites, sinon c'est trop facile. Et d'un point de vue physique, ça n'a absolument aucun sens. Et le troisième pilier, c'est contribuer à augmenter les puits de carbone. Et non pas compenser, on y reviendra, contribuer à augmenter les puits de carbone pour augmenter la séquestration des émissions. Ces émissions qu'on ne peut pas, les émissions résiduelles qu'on n'arrivera pas à réduire. C'est important de souligner qu'on n'aura jamais assez de puits de carbone sur la Terre, qu'ils soient naturels ou technologiques, pour continuer à émettre comme on émet aujourd'hui, mais séquestrer tout ce qu'on émet de l'autre côté au niveau des puits. Donc il faut bien contribuer à augmenter les puits de carbone. Et donc contribuer à la neutralité pour une entreprise, c'est agir sur ces 3 piliers, avec en priorité, dans ce sens-là pour vous, avec en priorité le pilier de la décarbonation, réduire ses émissions, et ensuite les 2 autres. Super clair, j'espère que vous avez bien pris note. Si on resserre un peu l'étau sur le secteur de l'immobilier, parce que là on a parlé de manière très macro, on le sait, je pense que vous le savez aussi, c'est un des secteurs qui est le plus polluant, hein, qui représente à peu près 25% des émissions de gaz à effet de serre dans les pays développés. Alors c'est pas toujours évident quand on se balade dans les salons du MIPIM, parce qu'on a tendance à se dire que parfois le message n'est pas forcément passé. On voit des publicités pour des stations de ski en Arabie Saoudite en plein désert, le projet Trojena, dont vous avez peut-être entendu parler. La question, c'est comment on fait pour ramener le secteur de l'immobilier vers ce chemin de la neutralité carbone et comment ça se passe concrètement? Guillaume, vous qui êtes vraiment les mains dedans. Donc, je vais parler moi au nom de Bouygues Immobilier, donc essentiellement un marché français pour le coup. Donc mes collègues parleront aussi d'une vision beaucoup plus macro. Nous aujourd'hui, ce qui est pas mal, c'est qu'on a un chemin qui est quand même dessiné au niveau de l'Europe avec des choses comme la CSRD, la taxonomie. Donc la CSRD, grosso modo, c'est le plan de décarbonation et d'adaptation qu'on va demander de manière très compliant, très transparente à l'échelle européenne. La taxonomie, on est plutôt au niveau du chiffre d'affaires pour l'alignement du chiffre d'affaires par rapport au Green Deal européen.
Et petite excellence française, la RE 2020, où là on est sur la tonne de CO2 par mètre carré, où on doit être sur un chemin, grosso modo, qui nous amène dans les accords de Paris. Ça, c'est, on va dire, le cadre réglementaire dans lequel évolue Bouygues Immobilier. Donc vous allez me dire, dans un contexte que l'on vit aujourd'hui, quel est notre positionnement? Qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les chantiers prioritaires? Alors les chantiers prioritaires, la voie qui a été prise, c'est de se dire déjà, soit on a deux possibilités, soit on prend des flagships, des projets un peu exemplaires, et puis on se cache derrière en disant voilà, c'est le projet exemplaire de Bouygues Immobilier, soit on décide au contraire de décarboner une production. Ça, c'est le pari qui a été fait il y a maintenant un peu plus de 3 ans pour décarboner une production de logement et de la positionner. Alors, c'est là où le contexte marché est un petit peu difficile, mais de la positionner à peu près 3 ans par rapport à la réglementation. Aujourd'hui, une opération, on a un peu plus de 60% des opérations de Bouygues Immobilier qui sont à un niveau 2025 pour celles qui sont en 2023. 2 autres chantiers exemplaires, enfin plutôt prioritaires, finalement, c'est vers quoi on doit taper en premier pour que ça ait un impact tout de suite. Et ça, le choix qui a été fait, c'est d'ores et déjà d'essayer et de contribuer à sortir des énergies fossiles maintenant, de sortir du gaz, très concrètement. Donc aujourd'hui, la moitié de nos opérations ne sont plus en gaz grâce aux pompes à chaleur, au réseau de chaleur urbain. Donc ça, c'est un message fort. Le deuxième, bien évidemment, lié à la construction, c'est le béton. Et donc là, l'idée, c'est de sortir le plus rapidement possible du béton conventionnel avec tous les leviers que l'on connaît. Au travers du biosourcé, des matériaux innovants. Et ça, c'est maintenant qu'on le fait pour aller chercher, et on en parlera pour la suite, les premiers jalons de cette réglementation. On verra que pour aller plus loin, c'est un autre métier, on en parlera après, qui attend Bouygues Immobilier. Oui, c'est un métier qui est amené à changer radicalement, celui de promoteur immobilier. La question que je me pose, c'est est-ce que c'est une transformation qui va être telle que celle qu'a vécue par exemple le secteur automobile? Qu'est-ce que dit le GIEC par exemple à ce propos, François? C'est pas au GIEC de dire au secteur immobilier ce qu'il doit faire et comment il doit se transformer. Simplement, ce qu'on peut faire effectivement au sein du GIEC, c'est d'abord calculer les émissions du secteur. Et là, on estime que le bâtiment, ça représente un gros cinquième des émissions mondiales de gaz à effet de serre, 22%. Et donc, qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? On va trouver évidemment la construction des bâtiments avec le béton qui est une petite catastrophe pour le climat. Et on va trouver également, évidemment, le chauffage et le refroidissement des bâtiments. Et on estime que, selon les pays, c'est une part plus ou moins importante des émissions liées à la consommation d'énergie. En Europe, par exemple, la consommation d'énergie pour les bâtiments, c'est 35% de la consommation énergétique finale. Donc si on ajoute ces 2 grands postes, on arrive à 21% des émissions pour le bâtiment, qui ne sont pas toujours évidentes à voir, notamment dans les chiffres, parce que c'est souvent parfois un peu caché derrière les émissions liées aux énergies, les émissions liées au béton, et donc il faut parfois aller rechercher les usages de ces émissions pour avoir un chiffre sur les émissions du bâtiment. Et l'enjeu, évidemment, c'est de décarboner ça au maximum, avec à la fois, je dirais, des techniques d'isolation des bâtiments existants, et aussi, bien entendu, des nouvelles techniques de construction. Je pense notamment aux innovations dans le secteur du béton. Et Raphaël, vous justement, quand vous accompagnez des entreprises du bâtiment sur ces questions-là, sur quoi vous tapez en premier, pour reprendre l'expression de Guillaume? Déjà, on se pose la question de quel va être le marché de la construction demain au niveau de la construction neuve, de combien de mètres carrés va-t-on avoir besoin? Est-ce qu'on en a d'ailleurs encore besoin de supplémentaires? Alors, il y a plein de scénarios de prospective qui existent. Personne n'a de boule de cristal. Il s'agit de faire des modélisations pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut, en tant qu'entreprise du secteur, bâtir un business résilient demain. Donc, les paramètres qu'on peut regarder pour définir le nombre de mètres carrés dont on a besoin à construire, c'est l'évolution de la population, ça c'est un paramètre qui est donné. L'évolution des mètres carrés par ménage, ça c'est un paramètre qui, en fonction des scénarios, peut différer. Et par exemple, le taux de vacances des bâtiments. Et ensuite, il faut absolument regarder les dynamiques territoriales et leur évolution dans le temps pour voir comment est-ce que le tissu économique et donc le besoin en logement va évoluer. Une fois qu'on a identifié cette demande en mètres carrés qui est, dans les scénarios prospectifs, amenée globalement à décroître pour être compatible avec les accords de Paris, la question c'est comment construire ces nouveaux mètres carrés neufs, comment les rénover, de sorte à ce que ce soit le moins carboné possible. Et donc là, je rejoins ce qui a été dit. D'abord, c'est comment construire pour que ce soit moins carboné, c'est regarder quel mode constructif est-ce qu'on peut mettre en place, donc à partir de quels matériaux, des matériaux moins carbonés, moins de matériaux au mètre carré, ou des
architectures innovantes qui utilisent moins de matière. Et ensuite, quel vecteur énergétique et quelle solution énergétique est-ce qu'on va mettre dans les bâtiments pour justement décarboner l'usage dont vous parliez. Et donc là, c'est choisir les énergies les moins carbonées possibles. Et en fonction des pays, ce sera des énergies potentiellement différentes. En France, l'électricité n'est pas très carbonée. Dans d'autres pays de l'Europe, elle l'est beaucoup plus. Et dans ces cas-là, des énergies renouvelables seront plus pertinentes. Donc ça va, ou de la biomasse, ou de la géothermie, etc. Donc ça va dépendre des cas de figure. Et j'oubliais aussi rénover le plus possible de manière à utiliser les bâtiments existants et moins artificialiser les sols, qui est quelque chose qui est important à la fois pour limiter les émissions qui sont générées dans l'atmosphère par l'artificialisation même des sols, et aussi la conséquence que ça a, c'est de réduire les puits de carbone, et donc limiter cette artificialisation, ça permet de préserver les puits de carbone dont on a besoin pour atteindre la neutralité en 2050. Très clair, merci. Vous disiez tout à l'heure que la neutralité carbone, on ne pouvait pas l'envisager à l'échelle d'une entreprise ou d'un projet. Pourtant, on le voit encore un peu partout dans des projets immobiliers. La station de ski dans le désert, elle est neutre en carbone, soi-disant. Pourquoi est-ce que ça n'a pas de sens de parler de neutralité carbone à cette échelle-là? Parce qu'on pourrait se dire que ça donne quand même une sorte d'objectif dont on peut se saisir. Quand on construit un projet immobilier, par exemple, ça émet des émissions dans l'atmosphère qui ont un pouvoir réchauffant. On pourrait dire que le projet est neutre en carbone si, lors de la construction du projet, on arrivait à séquestrer directement ces émissions de sorte à ce qu'elles ne soient pas émises dans l'atmosphère. Donc, par exemple, pour une industrie, c'est mettre des puits de carbone en sortie de cheminée, par exemple. Là, on pourrait dire que c'est neutre en carbone. Or, ce n'est pas le cas. Quand on dit qu'un projet est neutre en carbone, c'est parce que par ailleurs, par exemple, on a financé la plantation d'arbres. Donc la captation, elle va avoir lieu ailleurs. Et donc c'est bien à l'échelle d'un territoire qu'on peut dire qu'on est neutre en carbone, mais pas à l'échelle d'un projet et pas à l'échelle d'une entreprise, à moins qu'on mette une cloche sur l'entreprise et dans cette cloche des arbres qui permettent de capter les émissions. Donc d'un point de vue flux physique, la neutralité carbone à l'échelle d'une entreprise n'a pas de sens. En fait. Et c'est pour ça qu'on fait un peu la guerre à cette expression, même si on a envie d'y aller, on a envie de le dire, parce qu'elle est positive et parce qu'elle donne envie d'aller de l'avant, mais physiquement, elle n'est pas juste. Donc c'est pour ça et maintenant, on peut être accusé de greenwashing si on utilise cette expression. Surtout, on a parfois des exemples de greenwashing un peu absurdes. Je me souviens d'aéroports ou de stations-service qui se déclarent neutres en carbone. Il est certain que l'aéroport, oui, si vous faites abstraction des avions, c'est facile pour un aéroport d'être neutre en carbone. Si vous décarbonez les comptoirs d'enregistrement et les tapis à bagages. Donc ça ne veut pas dire évidemment qu'il ne faut pas le faire, et c'est important que les aéroports s'engagent dans cette démarche, mais on ne peut pas fermer les yeux sur le fait que l'aéroport sert avant tout à accueillir des avions, ou que la station-service sert aussi à ravitailler des voitures. Donc c'est important de prendre en compte l'ensemble, je dirais, des acteurs, et même la limite sur un territoire, c'est évidemment la mondialisation et les échanges internationaux. La grosse difficulté, c'est que je crois qu'il faut pouvoir aussi se donner la neutralité carbone comme un objectif motivant, et c'est certain que ça peut être motivant pour une entreprise de se dire tiens, je vais essayer d'atteindre ce point de neutralité carbone. Simplement, je pense que dans la communication qu'on va utiliser, il faut bien se rendre compte que la seule véritable neutralité carbone, c'est le climat qui est le juge ultime de la neutralité carbone. Oui, et d'ailleurs, un certain nombre de plans en neutralité carbone, et vous le rappeliez, Raphaël, font la part belle à des projets de compensation. Donc, bon, et là, on a vu des choses totalement absurdes aussi, qui consistent à dire, on va prendre un avion, mais on va planter des arbres à côté, donc c'est bon, ça équilibre. Comment on fait pour éviter que la neutralité carbone, ce soit réduction de nulle part, compensation partout? Guillaume. Moi, j'ai deux exemples qui viennent en complément. Évidemment, on s'amuse à faire le chiffrage. Pour Bouygues Immobilier, si on devait compenser nos émissions, c'est 14 millions d'euros. Dans la période qu'on vit en ce moment, 14 millions d'euros par an, je pense que dans le résultat net, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on a envie de faire. Donc économiquement, ça ne passe pas. Écologiquement, vous en avez la démonstration. Et puis, j'allais dire, ce n'est pas forcément à l'échelle non plus. Je vais vous prendre un exemple vraiment lié à un secteur d'aménagement. On a une très belle friche que l'on est en train de réaménager dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un énorme projet avec un très beau coefficient de performance de biotope par surface, le fameux CBS, qui est de 0,8, grosso modo, beaucoup de pleine terre, donc beaucoup de possibilités de stockage carbone, beaucoup d'espaces verts, donc on est plutôt au taquet là-dessus. Ce projet va émettre 250 000 tonnes de CO2 sur les 50 ans de son cycle de vie. Le calcul qu'on a fait sur le stockage carbone lié à ce projet grâce à cette action vertueuse, c'est 200 tonnes. Vous voyez qu'on n'est pas du tout à l'échelle. Donc, out, en tout cas chez Bouygues Immobilier, tout ce qui est compensation. Par contre,
Et ça rejoint des discussions qu'on a souvent. Est-ce qu'on fait une croix sur le vivant? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Le vivant est une des clés pour essayer d'élargir un peu le siphon dont on parle de la baignoire. Et donc, il faut parier là-dessus. Le pari qu'a fait le groupe Bouygues sur le sujet, il faut quand même qu'on essaie de créer une entité spéciale qui s'appelle Regenéo et qui va cadrer toute cette offre qu'on n'appelle pas compensation, mais restauration. L'idée est bien dans une logique non pas capitalistique du crédit carbone, c'est-à-dire d'acheter un droit finalement impollué, c'est plutôt de travailler des nouvelles thématiques qui vont être notamment liées à l'aménageur, aux promoteurs que nous sommes, de la restauration des écosystèmes au profit de la biodiversité et du climat. Mais tout ça de manière cadrée pour ne pas tomber effectivement dans le travers du greenwashing. Je crois, sur la compensation, ce qui est important de dire aussi, je crois que c'est en fait les projets qui sont financés par la compensation sont importants. Et il faut les faire. Et évidemment, il faut des projets de reforestation. Et évidemment, il faut planter des arbres. Simplement, il ne faut pas le faire simplement parce qu'on voudrait compenser des émissions comme on achèterait une indulgence à l'Église pour se faire pardonner ses péchés. Parce qu'en plus, je crois que ça met les gens dans une logique de culpabilisation par rapport à des comportements individuels, alors que je pense qu'il faut être dans une logique de responsabilisation et se dire, voilà, tous nos comportements ont une empreinte carbone. Quels sont ceux qui me paraissent importants et qui me paraissent justifier l'empreinte carbone qui est associée. Et je pense que si on est dans une logique de compensation, aussi dans la manière dont on va envisager psychologiquement la décarbonation et la transaction, on va toujours être dans une optique de culpabilisation, je crois, dont il faut absolument sortir pour arriver à une logique de responsabilisation. Mais il ne faudrait surtout pas que ça amène à jeter le bébé avec l'eau du bain et à dire ça ne sert à rien de planter des arbres. Non, il faut planter des arbres et c'est très important. Mais simplement, ça ne suffira pas. Oui, parce que la moitié des arbres qui ont été plantés à des fins de compensation de carbone sont déjà morts, parce qu'il y a aussi la problématique de comment est-ce qu'on les plante. On plante des espèces qui ne sont pas adaptées au climat qui va venir. Donc, ce serait quoi une bonne... Vous allez chercher à avoir une métrique qui permet de compenser les émissions et qui ne tient pas du tout compte des questions de biodiversité, qui tient du tout compte... Et donc, on arrive effectivement à des situations un peu absurdes. Et ce serait quoi une bonne compensation carbone, alors, selon vous ? Ça n'existe pas. Par essence, le concept même de compensation carbone, à mon avis, est mauvais. Guillaume, je vous vois hocher de la tête. Pour rebondir par rapport à ça, il y a une question, on parlait de métriques, de façon de faire. Aujourd'hui, on raisonne avec des assurances, des KPI, etc. Et aujourd'hui, les questions qui se posent, c'est par exemple de se dire un programme de compensation, je vais employer volontairement le terme, qui doit rendre des résultats en termes de crédit dans 20, 30 ans menacés par du changement climatique. Aujourd'hui, on n'arrive pas à l'assurer, ça, par exemple. On n'arrive pas à le garantir. Il n'y a aucun assureur, aucun contrat qui arrive à garantir que, on a d'exemple, qu'une mangrove en Inde avec une température de l'eau qui va augmenter de plusieurs degrés va apporter les résultats qu'on a imaginés aujourd'hui et qui vont arriver dans 20 ans. Ça, aujourd'hui, on ne sait pas le faire. Et ça, c'est dérangeant dans un système capitalistique. Ça ne rentre pas dans les cases. Vous abordez un point qui est important, qui est celui quand même d'enjeux financiers. Vous avez mentionné que ça coûterait 14 millions d'euros à Bouygues Immobilier de compenser ces émissions. Aujourd'hui, on est dans on va dire, dans un tournant qui est assez critique pour le secteur de l'immobilier, pour le dire de manière assez euphémisée. Et c'est vrai que c'est une question qui revient souvent, parce que là, on parle de mieux construire avec des meilleurs matériaux, de moins construire. Comment on finance tout ça, Raphaël? C'est un peu le nerf de la guerre. C'est une vaste question et on n'est pas des pros sur le sujet. En revanche, on a des intuitions et on accompagne notamment des investisseurs qui cherchent à aligner leur portefeuille d'actifs avec les accords de Paris. Et du coup, il y a une volonté de financer et qui cherchent à investir dans des entreprises qui les aideront à aligner leur portefeuille. Et donc, ça peut être une source de financement dans le sens où les acteurs de la finance eux-mêmes cherchent à verdir, si je peux utiliser des termes grossiers, leur portefeuille, du moins à les aligner avec les accords de Paris. Donc ça peut être une première source. Et c'est plutôt rassurant de voir que d'autres côté de la finance essayent d'aller dans le même sens. La deuxième source, il y a une tribune qui est parue récemment dans Le Monde, notamment qui a été coécrite avec Alain Grandjean, un économiste qui est un des cofondateurs de Carbone 4 par ailleurs, il y a tout un débat en ce moment sur réduire les taux d'intérêt pour les prêts au niveau européen pour des projets qui contribueraient à la décarbonation. Ou qui irait dans le sens des accords de Paris. Et donc ça peut être un autre levier de financement.
Voilà, je ne sais pas si d'autres veulent compléter. Moi, j'ai encore plein d'idées. Et je suis d'accord que la question des taux d'intérêt, c'est à mon avis vraiment un gros levier à actionner. Et c'est une idée qui traîne, je dirais, depuis longtemps. C'est vraiment important qu'elle soit aussi portée au plus niveau. Le chef de l'État en a parlé à la COP28, c'est vraiment très important. Ça se passerait concrètement comment exactement? Les banques centrales fixent des taux directeurs différents en fonction des projets, s'ils sont des projets fossiles ou des projets décarbonés. Ça implique d'avoir une taxonomie. On imagine qu'on pourrait utiliser la taxonomie de l'Union européenne et ça s'appliquerait aux taux fixés par la Banque centrale européenne sur lesquels ensuite les banques privées aligneraient leurs taux. D'autres idées encore, et vraiment il y a plein d'argent. La génération de mes parents va bientôt mourir. Ça veut dire qu'il va y avoir un immense transfert d'une génération à l'autre, de la génération qui est généralement considérée comme responsable du changement climatique, les boomers, envers leurs enfants et petits-enfants qui vont évidemment souffrir davantage des impacts du changement climatique. Et on sait à quel point ça provoque parfois des tensions intergénérationnelles. Mais cette génération qui a accumulé énormément d'argent et d'épargne va léguer à ses enfants énormément de biens mobiliers et aussi des biens immobiliers. Moi, je trouve que ça serait une belle idée si on modulait les droits de succession, qui restent très importants, en fonction potentiellement des investissements qui seraient faits dans la rénovation thermique, énergétique des bâtiments qui sont légués à la génération d'après. Et c'est une belle idée en fait de laisser la terre en héritage, qui est jusqu'ici une sorte de métaphore, et ça permettrait de l'appliquer concrètement. Autre exemple, je pense ici aux bâtiments publics, qui évidemment ne sont pas légués par des particuliers. On pourrait tout à fait imaginer lever des souscriptions publiques de rénovation thermique des bâtiments via par exemple des obligations qui permettraient de rémunérer ceux qui ont participé au financement de la rénovation du lycée, de la bibliothèque. On pourrait aussi financer des équipements publics, notamment en matière de transport, via ces obligations. C'est un des produits d'épargne préférés des Français. Et là encore, il suffirait de pas grand-chose. Il suffirait de permettre aux grandes villes et aux départements d'accéder au marché obligataire. Pour le moment, seules les régions ont accès au marché obligataire. Donc vous pouvez avoir des obligations Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes. Vous ne pouvez pas encore avoir des obligations département de l'Essonne ou ville de Lyon. Vous pourriez en avoir demain si on les autorisait à accéder au marché obligataire. Et moi, je suis convaincu que beaucoup de Français qui ont accumulé une épargne assez gigantesque, rien que les contrats d'assurance vie, c'est 1800 milliards d'euros en France. Je suis convaincu que si on pouvait mobiliser ne serait-ce qu'une toute petite partie de cette épargne via des véhicules financiers comme ceux qu'on a évoqués, on aurait largement l'argent pour rénover tous les bâtiments de France. Guillaume, parce que là on parle de grands plans assez macro finalement à l'échelle d'une entreprise en attendant que tout ceci advienne. Dans le contexte actuel qu'on a rappelé, qui est celui de la crise immobilière, comment ça peut se présenter concrètement? Parce que j'imagine que c'est précisément à ce moment-là que les crispations naissent, de dire bon bah en réalité là c'est la crise, donc arrête de nous parler de neutralité carbone parce que en fait on a plus de sous. C'est compliqué, oui. C'est vrai que c'est pas vendeur. Hein. Le carbone, ça, pour le moment, c'est pas vendeur, c'est pas rentable, ça fait pas rêver. Et puis ça coûte plus cher, on va pas se mentir, hein, faire du béton à plus faible empreinte carbone, faire de la pleine terre, ça coûte plus cher. On parlait tout à l'heure du renouvellement urbain de la restauration, c'est grosso modo entre 15 et 25% de plus. Voilà. Mais dans le même temps, si on regarde, dans les 20 dernières années, les fonciers ont bondi de 200%. Il y a un truc qui est peut-être à regarder quand même, qui va dans la logique effectivement de... Je pense qu'en termes d'innovation et de financiarisation, on n'a pas besoin de pousser beaucoup pour aller chercher l'argent où il est réellement pour flécher les besoins. Et ça, je vais le mettre en rapport avec ce qui se passe aussi dans la réalité. Aujourd'hui, juste pour vous donner un chiffre, les assurances n'arriveront plus à assurer ce qui est en train de se passer. 2015, on avait à peu près 400 millions d'euros de désordre liés au gonflement-retrait des argiles pour les maisons en France. On est passé à 3 milliards l'année dernière. Et ça sera beaucoup plus l'année prochaine. Ce qui veut dire que plus le temps passe, plus on procrastine, entre guillemets, à chercher ces fléchages, plus on perd du temps. Par rapport à la construction, juste un chiffre aussi, puisque c'est le domaine qu'on occupe, je pense qu'en termes de productivité, on peut largement gagner. Là, c'est vraiment sur l'acte de construire en tant que tel, en termes d'efficacité et de productivité, ce qui est en train de se passer dans la construction avec la révolution liée au hors-site, à l'industrialisation. Ça va être aussi des gains de productivité qui vont nous permettre effectivement de vendre moins cher
Donc je dirais c'est à chacun des niveaux qu'il faut adresser et aller chercher l'argent où il est. Parce que je me rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on était présent à un salon de l'immobilier avec l'économiste Timothée Paric, spécialiste de la décroissance, qui a écrit un livre qui s'appelle « Ralentir ou périr », que je vous invite à lire, qui invitait finalement le secteur de l'immobilier à fondre. Aujourd'hui, on est dans cette période où le secteur de l'immobilier subit une décroissance plutôt... Voilà, c'est ça, il subit la décroissance plutôt qu'il ne la choisit. Comment ça se passe de faire porter des messages tels que celui qu'on essaye de faire porter aujourd'hui dans ce contexte? Raphaël, est-ce que vous sentez une crispation particulière à ce moment, ou est-ce que justement c'est un peu le moment ou jamais? Et bien justement, on avait un peu peur au niveau business, je vous avoue, dans le pôle bâtiment, que cette année, ce soit un peu léger. Et en fait, pas du tout. On fait une meilleure année que l'année dernière. Alors, je ne sais pas exactement vous expliquer pourquoi. Il y a plusieurs... Enfin, moi, ce que je vois là, c'est qu'il y a plusieurs choses qui se passent. Déjà, il y a beaucoup plus d'acteurs de la chaîne de valeur dans son ensemble qui nous sollicitent. Donc, c'est plus forcément uniquement des promoteurs, c'est aussi des investisseurs, c'est aussi des fournisseurs de matériaux de construction, des distributeurs. C'est vraiment tous les acteurs de la chaîne de valeur qui se mettent en mouvement. Et aussi, cette crise, elle a l'avantage quelque part, entre guillemets, même si je sais qu'elle est vraiment difficile à vivre, elle a l'avantage c'est un peu comme la crise Covid, de dire, bon, bah voilà, c'est qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on bâtit un business résilient. Aujourd'hui, c'est cette crise-là. Demain, il y a la crise climatique qui peut d'un seul coup s'accélérer et nous frapper de plein fouet, parce qu'on a toujours l'impression que c'est demain encore, comme on disait tout à l'heure. Comment est-ce qu'il faut vraiment que je bâtisse un business résilient et comment est-ce que je fais? Et donc, c'est là où les entreprises se tournent vers nous, malgré la situation difficile du moment. Qu'est-ce que vous en pensez, François, de cette question de la décroissance, d'inviter les entreprises ou le secteur de l'immobilier à décroître, comme l'avait invité Timothée Paric il y a quelques mois de cela? Je pense que c'est une question qui agit comme un repoussoir pour beaucoup. Et moi, je suis un peu effrayé de voir l'extraordinaire polarisation du débat sur cette question et la manière dont on a des clivages qui sont de plus en plus importants, auxquels contribue malheureusement, il faut bien le dire, Timothée Paric parfois en diabolisant un peu ceux qui essayent de faire de la croissance verte. Alors que je pense qu'en fait la question de la croissance est assez mal posée, parce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que vous avez d'un côté ceux qui pensent qu'on va pouvoir décarboner tout en assumant une logique de croissance de l'activité, de croissance immobilière, et qui vont imaginer que ceux qui prônent la décroissance prônent le retour à la pauvreté et au temps des cavernes. Et à l'inverse, vous allez avoir les décroissants qui vont aussi diaboliser tous ceux qui sont engagés dans des vrais processus de décarbonation en disant que ce sont d'infâmes suppôts du capitalisme et d'un grand complot capitaliste mondial. On ne va pas s'en sortir comme ça. Moi, je crois que la question de la croissance, elle doit se poser en termes qualitatifs. Et donc se demander quel est au fond le type de croissance que l'on veut. Est-ce qu'une croissance quantitative, en d'autres termes, est-ce que du plus va nous permettre d'avoir une croissance qualitative? Est-ce que ça va nous permettre d'avoir du mieux? Et dans certains cas, bien entendu, pour les ménages les plus pauvres, évidemment qu'une amélioration de leurs revenus va leur permettre une meilleure qualité de vie. Pour les pays du Sud, évidemment qu'une augmentation de leur PIB va leur permettre d'avoir accès à une meilleure qualité de vie. Dans d'autres cas, par contre, effectivement, on va avoir une croissance quantitative qui ne va pas forcément amener une croissance qualitative. Je prends un exemple dans le domaine de l'immobilier. On a aujourd'hui pas mal d'hôtels qui choisissent de réduire leur nombre de chambres pour améliorer le service aux clients et de se transformer en hôtel boutique, parce qu'ils savent que l'expérience client et potentiellement le prix qu'ils vont pouvoir facturer pour chaque chambre va être supérieur s'ils peuvent offrir un meilleur service, quitte à passer par moins de chambres. Et je pense que c'est exactement comme ça qu'il faut raisonner dans l'ensemble. Ça implique de pouvoir changer certains indicateurs, de pouvoir se dire, au niveau de la comptabilité détail et peut-être pas uniquement le PIB, un exemple que je donne souvent, pour démontrer l'absurdité d'avoir uniquement le PIB qui mesure la prospérité d'une économie, c'est l'exemple du type qui sera en voiture à l'hôpital pour subir un traitement de chimiothérapie, qui sur le chemin prend un coup de fil de son avocat parce qu'il est au milieu d'un divorce compliqué, et donc son attention est distraite et il va emboutir un arbre avec sa voiture. Il est transporté en ambulance à l'hôpital, il faut remplacer la voiture, réparer la route.
ce jour-là, ce gars est un champion du PIB. Il va faire gagner des points de PIB en frais médicaux, frais légaux, réparation de la route, achat d'une nouvelle voiture, etc. Pour autant, même si ce jour-là, il était un champion du PIB, je ne souhaite à personne de développer un cancer, ni d'avoir un divorce compliqué, d'ailleurs un divorce tout court, ni de faire un accident de voiture. On voit bien l'absurdité, en fait, de cela. Et je dirais, au niveau d'une entreprise, on a aussi de vraies questions. Est-ce que c'est les seuls marqueurs de prospérité d'une entreprise? C'est le chiffre d'affaires, les parts de marché ou les bidas. Je crois qu'aujourd'hui, et c'est l'intérêt d'une directive comme la CSRD, il faut pouvoir aussi mesurer la prospérité d'une entreprise à l'aune de son impact social et environnemental. Et est-ce que l'augmentation du chiffre d'affaires peut contribuer à ce que l'entreprise améliore son impact social et environnemental? Peut-être, dans certains cas, oui. Dans d'autres cas, peut-être que non. Et je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut raisonner et absolument sortir de cette opposition stérile entre deux camps, entre les décroissants et les tenants de la croissance verte, parce qu'on ne s'en sortira pas si on est dans des camps qui se regardent en chien de faïence. Guillaume, comment on mesure la prospérité chez Bouygues Immobilier, justement? La prospérité, disons déjà en changeant ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure des jalons de la RE 2020, etc. Donc là, en bon ingénieur, on a ce qu'il faut pour travailler jusqu'à un horizon 2028. À partir de 2028, c'est là que les choses se corsent, puisqu'on ne construit plus du tout comme on fait aujourd'hui. Le métier commence à se transformer. François parlait tout à l'heure de plus de sobriété, des modes constructifs radicalement différents. Hein. Mais là où vraiment le changement de paradigme s'opère, c'est après 2030. Ça tombe bien, puisque la RE 2020, c'est 2030. On a un premier jalon SBTI, vous savez, cet engagement à l'échelle planétaire. À partir de 2030, le promoteur en tant que tel, Bouygues Immobilier, ne pourra pas faire le métier qu'il fait aujourd'hui pour rester, alors bien sûr, on peut sortir du cadre, mais pour rester dans le cadre que l'on s'est fixé, avec ce chemin vers la contribution, c'est moins 90% à l'horizon 2050, ce n'est pas le métier que l'on fait actuellement. Ça ne veut pas dire que le chiffre d'affaires va forcément diminuer, mais c'est un autre métier qui va s'offrir à lui et qui, globalement, on connaît les pistes, on les connaît. Effectivement, c'est régénérer l'existant, travailler la mutation des actifs, transformer, être plutôt dans la restauration, vraiment adresser des nouvelles façons d'opérer pour répondre à un besoin essentiel qui est toujours le nôtre, qui est créer de l'habitat, faire habiter. Ça existera toujours. François en parlait tout à l'heure, on a tous besoin de faire habiter. Sauf que on n'est plus dans une logique de construction, mais plus de produire ce besoin de l'habitat. Et là, il y a un champ énorme qui s'offre à nous pour répondre à ce besoin essentiel, tout en étant le plus durable possible. Mais ça suppose effectivement qu'on sorte, pour pouvoir donner de la valeur, qu'on sorte des KPI, PIB, EBITDA, etc., et qu'on donne une valeur. Un exemple très simple, dans l'immobilier, ce serait peut-être de se dire que finalement, un foncier qui serait restauré, qui ne serait pas anthropisé, aurait peut-être autant de valeur, si ce n'est plus, que celui qu'on aurait finalement artificialisé. Aujourd'hui, la spéculation s'opère on gagne entre guillemets notre vie sur une spéculation sur un foncier. Demain, pour que ça change, il faut que ce foncier qu'on aura transformé dans le bon sens ait autant de valeur, finalement, par rapport aux bénéfices liés au climat, à la biodiversité, au cycle de l'eau, etc. Tant qu'il n'y aura pas de valeur là-dessus, ça ne marchera pas. Justement, vous parlez de la biodiversité, de cycle de l'eau, etc. C'est des questions qu'on a déjà traitées, mais qui sont assez peu audibles finalement dans le débat public. Je crois que d'ailleurs que vous n'êtes pas d'accord avec moi, François Gémen, mais il y a ce schéma qu'on a vu pendant la crise du Covid, que vous avez peut-être vu, c'est les 4 vagues d'ailleurs qui se succèdent. La première, c'est la crise du Covid, la deuxième, c'est la crise économique, la troisième, encore plus grande, c'est la crise climatique, et la quatrième, qui englobe toutes les autres, c'est la crise de la biodiversité. C'était un schéma qui avait pas mal tourné pour montrer à quel point c'était une crise d'une grande ampleur et qui était tout à fait méconnue. Il y a une expression qui s'appelle la carbon tunnel vision, qui consiste à dire que finalement c'est une sorte de dissonance cognitive qu'on a, qui consiste à tout aborder sous le prisme du carbone. Et c'est le cas notamment de tout ce dont on parle aujourd'hui, la neutralité carbone. Est-ce que c'est un risque pour vous, François? Vous pensez que non, donc je vous donne la parole tout de suite. Je vais d'abord vous dire pourquoi j'aime pas ce schéma avec les vagues. Effectivement, c'est un dessin qui circulait partout au moment de la crise du Covid, parce qu'il donne l'impression qu'on est en fait face à des problèmes de même nature et que simplement c'est l'ampleur de la vague qui est différente, alors que ce sont des sujets, à mon avis, de nature fondamentalement différente. Au moment de la crise du Covid, par exemple, il y avait plein de gens qui disaient sur les réseaux sociaux ou dans la presse:
tiens, au fond, on voit bien que face au Covid, qu'on identifie comme un danger très grave, immédiat, on est capable de prendre des mesures très contraignantes et très drastiques et très coûteuses. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas pareil face au changement climatique? Et j'avais envie de leur dire, la raison, c'est pas comme vous le croyez, parce qu'on considère que le changement climatique est un problème de moindre importance ou de moindre gravité. C'est simplement parce que le type de mesure qu'on doit prendre, mais il est fondamentalement différent. Parce que le Covid, c'est une crise temporaire, et que si les gens ont accepté bon gré mal gré des mesures très contraignantes de lutte contre le Covid, c'est parce qu'ils savaient que c'était des mesures temporaires et que c'était la condition d'un retour à une vie normale. Si on avait dit aux gens qu'ils allaient devoir rester cloîtrés chez eux pendant 25 ans et porter un masque jusqu'à la fin de leur vie, sincèrement, je pense que vous auriez eu des petites révolutions sur tous les ronds-points de France. Et donc, je crois qu'il faut comprendre qu'avec le changement climatique, on ne va pas devoir prendre des mesures contraignantes mais temporaires pour revenir à la normale, mais des mesures véritablement transformatives sur le long terme, parce que la normale, elle se trouve devant nous et pas derrière nous. Et donc, je crois qu'il faut comprendre que c'est des sujets de nature fondamentalement différente. De la même manière, sur la question parfois du tunnel carbone et du fait qu'on ne voit que la métrique des émissions de gaz à effet de serre et pas d'autres sujets importants comme la biodiversité, parfois je crois qu'on est naïf en imaginant que tout ça fait partie d'un grand ensemble systémique et que le respect du climat, c'est aussi le respect du vivant, de la biodiversité, et que tout ça va parfaitement s'aligner. En fait, il y a plein de moments où les deux ne sont pas alignés du tout. Si je prends la question de l'énergie, sans doute la meilleure énergie renouvelable, c'est l'énergie hydroélectrique. Vous pouvez la stocker, vous pouvez la contrôler, vous n'avez pas de problème d'intermittence, mais ça veut dire des barrages. Et des barrages, c'est une catastrophe pour la biodiversité. Et donc, c'est une vraie question qui se pose dans plein de pays du Sud aujourd'hui, de se dire, pour décarboner le mix énergétique, est-ce qu'on construit des barrages ou est-ce qu'on va préserver la biodiversité? Un autre enjeu, ça va être la question de l'extraction des métaux critiques et des terres rares. Je prends la question du lithium, par exemple, qui est un matériau absolument nécessaire à la transition, notamment pour les batteries. Pour le moment, nous sommes très contents de fermer les yeux sur les conditions d'extraction du lithium, parfois de faire travailler des enfants, que ça se fasse dans des conditions environnementales abominables, notamment en Chine. Nous avons du lithium en grande quantité en France. Simplement, on ne veut pas y toucher pour le moment parce qu'une mine, effectivement, ce n'est pas génial pour la biodiversité. Et donc, il va y avoir des tensions très fortes, à mon avis, sur plein de sujets. Et on commence à les voir un petit peu, notamment sur la question du Lyon-Turin, par exemple, et surtout une série de grandes infrastructures. On va avoir des tensions très fortes entre les questions climat et les questions biodiversité. Guillaume, Raphaël, est-ce que vous observez des tensions entre climat et biodiversité sur des projets que vous pouvez mener? Alors nous, oui. Et justement, on est en train de monter un pôle de compétences sur la biodiversité. Justement parce qu'on pense que les deux questions ne peuvent pas complètement se traiter de manière séparée. Et donc, c'est effectivement un vrai sujet qui n'a pas forcément été regardé jusqu'à maintenant. Aussi, faute de méthodologie, enfin, c'est pas pour se trouver des excuses, mais les méthodologies sont difficiles à mettre en place. Et donc, parler d'un sujet sans méthodologie d'une manière concrète, c'est assez compliqué. On le voit déjà avec le sujet carbone. Ça l'est d'autant plus pour la biodiversité. Et donc, ça commence. Il commence à y avoir des initiatives méthodologiques pour justement aborder les deux sujets de front, parce que c'est hyper important. Ben moi, j'ai envie d'apporter une note complémentaire. Il y a un sujet qui réconcilie un peu tout ça. Enfin, de mon point de vue, c'est l'adaptation en tant que telle. Il n'y a pas d'adaptation sans décarbonation, il n'y a pas d'adaptation sans rétablir le cycle de l'eau, il n'y a pas d'adaptation sans avoir une certaine sobriété liée à l'énergie et aux ressources. Ça ne marchera pas. Donc, moi, pour avoir travaillé longtemps en silo, puisqu'on avait des visions un peu ingénieurs et de se dire, bon, on prend un sujet, on le décortique à fond. On a là un sujet lié à l'adaptation, puisque aujourd'hui on y est, hein, on travaille sur une France à 4 degrés, qui est une manière assez tangible, et on revient sur ce que disait François tout à l'heure, d'avoir quelque chose que l'on peut palper. Autant les émissions de gaz à effet de serre que l'on émet ici, qui peuvent avoir une conséquence à l'échelle mondiale, on a du mal à le palper. L'adaptation, quand vous ouvrez votre robinet, finalement il n'y a plus d'eau, il y a au changement. Ça, c'est palpable. On disait l'année dernière, le maire de Caillan intervenait et disait « Moi, aujourd'hui, j'interdis les permis de construire chez moi parce qu'il n'y a plus d'eau et que les gens qui sont ici, finalement, il faut quand même leur assurer une viabilité. » Ça, c'est très concret. Donc, par le champ d'adaptation, moi, je vois justement une opportunité à la fois de rendre ça palpable,
et finalement de réconcilier un peu tout ça, cette logique biodiversité, climat, économie circulaire, sobriété. Et ce n'est pas du renoncement, au contraire, c'est pour moi une manière aussi peut-être de construire quelque chose de durable et résilient pour la suite. Et c'est un gros enjeu pour l'assurance aussi. Il y a à quelques mètres d'ici, vous avez le stand de la Floride, qui est une des régions du monde les plus exposées à la hausse du niveau des mers, au risque d'ouragans, etc. Aujourd'hui, en Californie, vous avez plusieurs grands assureurs américains, notamment State Farm, qui refusent d'assurer la construction de logements neufs, à la fois en raison de l'inflation des coûts de construction, mais en raison du risque d'incendie accru. La question, c'est jusqu'à quel point est-ce que les assureurs vont continuer à assurer les nouveaux logements et les nouveaux contrats qui potentiellement sont négociés en ce moment même à 20 mètres d'ici sur le stand de la Floride. C'est un vrai sujet, d'où l'importance de l'adaptation. Si on veut aussi continuer à ce que potentiellement les assureurs puissent continuer à assurer des logements neufs, mais également plein d'autres aspects, il va falloir mettre le turbo sur les politiques d'adaptation. Oui, finalement, le secteur de l'immobilier, il a un peu le syndrome de la station de ski, c'est-à-dire que c'est un des plus gros émetteurs et contributeurs au réchauffement climatique, mais c'est aussi un secteur qui est en première ligne de ces effets du dérèglement climatique, que ce soit en termes d'approvisionnement de matériaux, que ce soit en termes de logement avec les vagues de chaleur, les inondations, et ça, encore une fois, Alexandre Florentin le dit très bien, hein, sur les conditions d'habitabilité dans les logements, notamment à Paris. Aujourd'hui, il y a des bouilloires thermiques où la température ne descend pas en dessous de 35 degrés à Paris la nuit. Et ça arrive aussi dans des crèches. Donc, c'est quand même un enjeu qui est assez concret et immédiat, comme le disait Guillaume. Donc, comment on fait pour s'adapter ? Raphaël. Vaste question. Déjà, il y a la question de comment s'adapter. Il y a aussi la question du diagnostic de l'adaptation. C'est-à-dire pour une foncière, par exemple, à quel risque est soumis mon parc, et non seulement mon parc, mais aussi toute ma chaîne de valeur amont-aval. Et donc ça, c'est une première question, et c'est une stratégie. La stratégie de l'adaptation et ce diagnostic-là est de plus en plus demandé par les investisseurs, les assureurs, parce que c'est absolument nécessaire pour se projeter à l'avenir et identifier ce risque. Et alors après, en fonction des territoires, les risques sont potentiellement très très différents. Maintenant, il y a des modélisations qui existent à l'échelle de quelques kilomètres qui permettent de prévoir justement, est-ce que c'est le retrait-gonflement des argiles dont parlait Guillaume tout à l'heure qui va mettre à risque mon patrimoine immobilier? Est-ce que c'est plutôt les vagues de chaleur qui vont mettre à risque parce que personne ne voudra y habiter? Est-ce que c'est l'inondation qui vont mettre à risque mes chantiers parce que d'un point de vue approvisionnement, je ne pourrai pas faire venir les matériaux sur mes chantiers, etc., etc. Donc déjà, cette première phase de diagnostic, elle est hyper importante et elle est souvent mal faite parce que ça demande un petit peu de temps et un petit peu de budget. Et ensuite, comment résoudre ça? Là, je m'adresse aux professionnels. Je n'ai pas forcément la raison, la manière phare de le faire, mais c'est déjà pour dire que cette phase diagnostique est importante. Mais il y a un vrai sujet aussi en lien avec ça, sur la question de l'accès à l'information. Moi, je suis très frappé, et je prends encore un cas dans l'immobilier, du fait que je reçois chaque semaine facilement 1 ou 2 emails de Quidam qui me disent « Ah, professeur, je suis désolé, j'ai une question personnelle, je vous ai vu à la télé ou entendu à la radio. Il se trouve que je voudrais acheter cette maison à Quimper, vendre ce terrain à Biarritz. Est-ce que vous pouvez me dire si le prix vous paraît surévalué ou sous-évalué? Est-ce qu'on a les projections de hausse du niveau de la mer? Quel est le risque, etc. » Donc je pourrais très facilement quitter la carrière académique et me reconvertir comme agent immobilier spécialisé en risque climatique, ce qui d'ailleurs, je pense, est une profession d'avenir et sans doute plus lucrative qu'une carrière académique. Mais très clairement, il y a, je pense, une vraie attente de la population et qui sait qu'il y a un risque, mais qui ne mesure pas toujours quel est le risque à son niveau. Donc sur la question du diagnostic et de l'accès à l'information, il y a un vrai sujet, je crois, y compris pour les promoteurs immobiliers. Comment vous parvenez à estimer ce risque chez Bouygues Immobilier ? On débute. En fait, on est vraiment dans la phase de diagnostic dont parlait Raphaël et il faut qu'on mette le turbo, effectivement. L'adaptation, on va le prendre sur 2 sujets. Déjà, sur les produits et services qu'on met sur le marché, qui vont avoir un impact. Et puis derrière, comment le changement climatique vient impacter nos propres activités, ce que disait Raphaël tout à l'heure. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, l'action du promoteur va être en termes de responsabilité. La valeur ajoutée du promoteur s'arrêtait à peu près au moment de la livraison. Pendant 10 ans, on courbe un petit peu les chines, le temps que la décennale passe, et après, aller à Jacques Est.
Je pense avec ce qui va arriver aujourd'hui, la responsabilité du promoteur va être beaucoup plus loin que ça. Quand on parle gonflement, retrait des argiles, etc., on va nous demander des comptes. Et ces comptes viendront effectivement de la part d'un diagnostic initial qui va nous dire pourquoi vous avez construit à cet endroit-là, comment vous l'avez prévu, et on rentrera dans une logique finalement à la fois de name and shame et puis financière. Donc j'allais dire, cette terme de responsabilisation, elle est très importante, et aujourd'hui ce volet de l'adaptation, on est juste en train de l'effleurer. Aujourd'hui, ce qu'on met sur le marché, quel que soit le promoteur, n'est pas adapté au climat de 2050. Voire même avant, si on voit les projections du... Donc j'allais dire, cette responsabilisation est très importante. Pour continuer sur le sujet, j'allais dire qu'aujourd'hui, on travaille aussi à des solutions. Les solutions en termes d'adaptation, on va les mettre. On a de la R&D sur le sujet, donc on a un bout des solutions. Mais j'allais dire, il faut vraiment qu'on rentre dans une logique de résilience dont on parlait tout à l'heure, et qu'on soit capable finalement de se dire, ce que je mets sur le marché, voilà ce que j'adresse en termes de responsabilité et ce que je suis prêt à mettre en place et à financer en tant que tel. Donc là où je mettrais l'action et finalement l'acculturation, c'est cette logique de long terme. Ce qui va se passer en termes d'adaptation pour l'entreprise et pour le promoteur, c'est qu'on va passer d'une logique court-termiste à une logique un peu plus long terme. Et avec aussi, il n'y a pas que les promoteurs, il y a aussi les agents immobiliers. Toute la chaîne de valeur. Sincèrement, prenons l'immeuble Signal en Aquitaine, qui est donc un des premiers immeubles en France qu'on a dû démolir, pour lesquels on a dû reloger les résidents. Songez qu'il y a eu des transactions immobilières dans cet immeuble jusqu'en 2021. En 2021, il y a encore des gens qui vendaient et achetaient des appartements dans cet immeuble. À des prix très élevés d'ailleurs, c'est ça qui est fou. C'est-à-dire que donc, le Signal, c'est un bâtiment qui a été construit sur une zone où il n'aurait jamais dû être construit, parce que c'était une zone qui était menacée par la montée des eaux depuis très longtemps, et ça tout le monde le savait. Et l'État a indemnisé les gens qui avaient acheté ces appartements. Donc là, on est à un bâtiment, c'est pas très grave, mais c'est-à-dire qu'au bout de 100, 200, 300 bâtiments... L'État était très généreux et ne pourra pas l'être tout exactement. le temps. Hein. Pour rester sur une projection à long terme, j'aimerais faire un petit exercice de projection mentale tout de suite en guise de conclusion avant de passer aux questions. J'aimerais vous faire imaginer qu'on est en 2050 et qu'on a réussi à atteindre la neutralité carbone. Donc ça y est, on y est, on a fait cette transition écologique et énergétique dont on a parlé. À quoi ça ressemble, Raphaël? Je m'autorise une projection, un peu un rêve, on va dire. Dans le domaine du bâtiment et de l'immobilier, ce que j'aimerais beaucoup voir à horizon 2050, c'est une nouvelle esthétique du bas carbone, d'un point de vue architectural. Qui donne envie, qui fasse émerger la créativité et qui donne envie d'y habiter et l'envie de faire. Ça, c'est vraiment du point de vue immobilier. D'un point de vue dynamique territoriale, ça peut être, par exemple, les zones rurales qui sont redynamisées quand il y a besoin de l'être, soit parce qu'elles sont réindustrialisées, soit d'un point de vue agriculture, reconnectées avec des transports bas carbone, et donc repeuplées potentiellement avec des logements vacants à nouveau occupés, restaurés, voilà. Après, c'est des projections qui sont assez personnelles, hein, donc je vous livre un petit peu ma personne à travers ça aussi. Et puis on parlait de valeur économique tout à l'heure, et je pense que c'est quelque chose à laquelle j'aspire aussi, c'est une valeur redéfinie, une valeur économique redéfinie, de sorte à ce qu'elle prenne en compte les limites planétaires et le social. Je pense que c'est déjà pas mal, et je suis curieuse d'entendre mes collègues. François, allez-y. Je pense que ça sera assez formidable. J'ai très hâte d'y être. J'espère sincèrement que je vivrai suffisamment longtemps pour voir ça. Je pense d'abord qu'on aura résolu une grande partie des inégalités nord-sud. J'espère que les pays du Sud auront accédé à un niveau de développement comparable au nôtre, et que ce développement aurait été un développement largement décarboné. C'est pour ça qu'il y a un gros enjeu aujourd'hui sur le financement de la transition énergétique dans les pays du Sud. Et je pense que globalement, ça sera un monde où on vivra mieux et où il y aura moins d'inégalités. Et je suis un peu jaloux de mes enfants qui auront, eux, l'occasion de vivre leur vie d'adulte dans ce monde-là. Je pense qu'il faut simplement accepter le fait qu'on va aller vers avoir une période un peu difficile pour le moment, que je compare à l'équivalent de la Révolution française. À part quelques nostalgiques de la République, de la monarchie, je pense qu'on peut s'accorder pour dire globalement que, malgré ses défauts,
la République est un système préférable au système monarchique. Mais que pour passer de l'un à l'autre, il a fallu la Révolution française, et alors là, j'y étais pas, mais je pense qu'il y a dû y avoir des moments un peu difficiles parfois et des moments un peu de tension dans la société pour passer d'un système à l'autre. Je pense qu'on est exactement à ce moment charnière, qui va être un peu difficile et où l'ancien monde va devoir s'effacer pour laisser place au nouveau monde que nous allons construire. Mais moi, je suis extraordinairement optimiste et positif, et je pense que 2050, ça va être une année formidable. C'est un discours qu'on a peu l'occasion d'entendre, donc merci François. Guillaume, est-ce que vous allez voir des décapitations, vous aussi, ou pas forcément? Je dirais que 2050, quand même, il faut se rappeler qu'on a déjà un paysage qui est pas mal dessiné autour de nous, en France, je précise, puisque 75% de l'existant, on l'a déjà sous les yeux. Moi, je dirais que c'est un monde où on aura réparé la ville. Ça sera déjà assez extraordinaire. Un monde de réconciliation où on n'aura plus d'arbitrage entre fin du monde et fin du mois. Ça me paraît, ça rejoint un peu les inégalités nord-sud. On a ces débats-là, hein, quand on écoute les maires, etc. On est dans cet arbitrage perpétuel. Donc ça on ne l'aurait plus. C'est un monde assez serein, entre guillemets. Je vais reprendre quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est Philippe Madec, que tout le monde connaît. C'est peut-être 2 fois plus de bien-être avec 2 fois moins de ressources. Je pense que ça, c'est quand même ce qui nous attend. Donc je suis assez optimiste et c'est une belle image qui nous attend aussi, également. Et je dirais, pour le promoteur immobilier quand même, puisqu'on tourne autour du foncier, du permis de construire, peut-être qu'on aurait une façon différente de voir les choses et que finalement, on aurait pu un permis de construire lié à un foncier, mais un permis ou un droit de transformer l'existant et le bâtiment. Ça serait pas mal. C'est beau. Est-ce que quelqu'un veut rebondir ou poser des questions, puisqu'on a quelques minutes encore devant nous et on a envie de vous entendre? Merci beaucoup. Moi, j'ai une question sur les outils méthodologiques que vous avez cités pour la biodiversité. Ça commence à se déployer un petit peu. Pour l'adaptation, en fait, j'ai la même question. C'est-à-dire que j'aime beaucoup l'image de l'adaptation comme un liant des différents sujets. Mais il semble qu'aujourd'hui, un bâtiment adapté à 2050, on n'a pas vraiment une définition unique de ce que c'est. Et voilà. Et est-ce que vous voyez des travaux initiés là-dessus, soit par des initiatives privées, soit par la réglementation? Alors, en termes de méthodologie, je vais répondre en partie à votre question. Vous me direz si ça va, parce que je n'ai pas la réponse à tout. D'un point de vue méthodologie, il y en a une récemment qui est un peu le pendant du bilan carbone, mais pour l'adaptation, qui a été mise en place. Donc, ça ne répond pas à l'échelle du bâtiment tel que vous le demandez, mais ça répond à l'échelle d'une entreprise. C'est quel est le diagnostic des risques physiques d'une entreprise. Et donc ça, c'est la méthode OCARA. Vous pouvez regarder, elle est en libre service. Bon, elle a été développée par Carbone 4. Il n'y en a pas 15 000 sur le marché. Et l'idée, c'est justement, sur toute la chaîne de valeur, en amont, au niveau de l'activité et en aval, d'analyser les risques physiques auxquels la chaîne de valeur de l'entreprise est soumise, et à horizon 2030-2050, selon différents scénarios, quelle est la vulnérabilité de ces différents éléments de la chaîne de valeur et du coup, quelle est vraiment la matrice de risque associée. Bonjour, merci. Moi, je travaille pour le gouvernement régional de Madrid et il a été un grand plaisir de vous entendre. Alors, j'avais une question. Jusqu'à où peut-on aller, doit-on aller dans la décarbonation du bâtiment, dans le carbone incorporé? Quelle est la limite? On ne pourra pas rejoindre les zéros. Donc, on a parlé du ciment. Il y a d'autres matériaux. Donc, c'est un peu comme petit à petit. On peut aller vers le bas, mais jusqu'à où? Je peux peut-être apporter un premier élément de... Ok. Alors, à l'échelle mondiale, je vais fonctionner en entonnoir. À l'échelle mondiale, l'Agence internationale de l'énergie a donné des budgets carbone par secteur d'activité pour différentes zones géographiques, enfin, au niveau mondial et aussi pour différentes zones géographiques du monde. Donc, ce ne sont pas les mêmes budgets pour les pays développés que les pays en voie de développement, par exemple, et ce ne sont pas les mêmes budgets par secteur en fonction de la vitalité des secteurs.
Pour le bâtiment, en fait, on est sur deux budgets carbone différents. Un, le budget carbone de l'industrie pour tout ce qui est matériaux de construction, et un budget carbone pour l'énergie. Donc là, votre question, j'ai l'impression que c'est plus industrie, matériaux de construction. Et donc, il y a des budgets carbone, par exemple, pour le ciment. Quelle est la quantité d'émissions qu'on a le droit d'émettre par la production de ciment? Et en fonction de l'intensité carbone du ciment, eh ben, on peut produire plus ou moins de tonnes de ciment pour respecter ce budget-là. Donc, la réponse à la question, elle est surtout à quel point est-ce qu'on va pouvoir décarboner, par exemple pour le ciment, la production de ciment. Et ça va déterminer le nombre de tonnes qu'on a le droit de produire. Et c'est comme ça qu'on détermine ça. En France, par exemple, la stratégie nationale bas carbone, alors elle est en train d'être vue, mais elle dit que pour l'industrie, à horizon 2050, il faut décarboner de 80% les émissions par rapport à 2015. Il faut réduire, de 80% les émissions par rapport à 2015. C'est l'ordre de grandeur. Dans d'autres pays du monde, ça va être différent, mais c'est à peu près l'ordre de grandeur pour les pays développés. Bonjour, une question peut-être un peu plus générale sur le cadre de cette Road to Zero. Je suis aménageur public et je constate dans la métropole pour laquelle je travaille que la plupart du temps, les opérations à la plus forte ambition environnementale, les opérations immobilières, sont dans des opérations d'aménagement maîtrisées par le public dans lesquelles il n'y a aucune contrainte fixée au promoteur pour qu'il atteigne ces ambitions-là. Il ne me semble pas non plus que la taxonomie verte ou la RE 2020 viennent acter un changement déjà présent chez les promoteurs, mais plutôt contraindre vers un changement. Et vous avez beaucoup dit, on doit mettre le turbo, on attend, on doit faire ci. Qui est ce on et qui attend-on? Est-ce que c'est une contrainte et un interventionnisme fort des pouvoirs publics qui sera la seule solution? Ou est-ce qu'on peut changer, on va dire, de l'intérieur, comme on l'entend parfois, le système capitaliste ou en tout cas de l'immobilier, pour aller rester dans le domaine? Je peux essayer. Je pense qu'évidemment, il y a une responsabilité des pouvoirs publics qui est de mettre en place le cadre réglementaire et le cadre fiscal aussi. Je trouve que la question fiscale est souvent un peu la grande oubliée des politiques publiques. On raisonne très souvent par réglementation, par interdiction, par limitation, etc. Mais je pense qu'il y a un vrai enjeu sur la fiscalité pour encourager justement et pour faire en sorte que l'économie décarbonée soit la plus rentable possible. Et je pense que c'est avec ce moyen-là qu'on va faire en sorte que toutes les entreprises vont vraiment s'engager davantage parce qu'elles vont comprendre qu'elles y ont un intérêt économique. Et pour le moment, certaines le font parce que parfois elles sont éclairées par un dirigeant un peu visionnaire, parce qu'elles sont poussées dans le dos par leurs jeunes employés, parce qu'il y a une demande de la clientèle. Mais si demain, toutes les entreprises y trouvent un vrai intérêt économique, là, à ce moment-là, je pense qu'on a un levier qui peut vraiment faire basculer beaucoup. Après, je compléterai, on va dire, au niveau de l'entreprise en tant que telle. Je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé aussi à un moment un peu de concurrence. C'est-à-dire que si on n'arrive pas, entre nous aussi, de l'intérieur, à pousser, ça n'avancera pas, tout ne viendra pas des pouvoirs publics. Il y a un certain nombre de choses qui viennent de l'État. Si nous, en tant que tel, à la chaîne de valeur, on ne s'organise pas, ça ne marchera pas. Je vais vous prendre un exemple très concret qu'on est en train de travailler avec Carbone 4, qui est le référentiel NZI, puisqu'on parle de la neutralité. Donc, comment le secteur de l'immobilier pourrait contribuer à la net zéro. Et donc là, on va travailler ensemble donc avec Altarea Cogedim, Nexity Bouygues Immobilier et Citrus, pour essayer de construire ce référentiel. Déjà un chemin pour y arriver et puis s'entendre entre nous, quel pourrait être le référentiel commun qui va éclairer peut-être des acteurs avec moins de moyens, entre guillemets, mais déjà d'arriver à des règles communes. Je pense que c'est comme ça qu'on va y arriver. J'ai un autre exemple, le label BBCA que vous connaissez, qui est le label bâtiment bas carbone, qui a eu la vocation finalement de faire accélérer la RE 2020 de l'intérieur. Donc finalement, moi je crois beaucoup à la fois à une action étatique, mais tout ne viendra pas de là. Il faut aussi qu'au niveau de la chaîne de valeur, on se prenne en main et que ce turbo-là, on ait envie de l'actionner aussi. Est-ce qu'il y a une dernière question? Après, je crois qu'on doit quitter les lieux parce qu'on a dépassé l'heure. Non. Merci à tous. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous. Merci.